Jérôme Fourquet, Hervé Lebras, bonjour. Bonjour. Vous sortez à la Fondation Jean Jaurès La guerre des Trois, un essai sur l'analyse, un essai d'analyse sur la primaire de la droite et du centre. La guerre des Trois, c'est le retour des trois droites de René Raymond? Oui, d'une certaine manière, puisqu'il y avait une droite bonapartiste, clairement c'est Sarkozy, d'ailleurs le seul endroit où il emporte vraiment c'est la Corse. Il y avait une seconde droite orléaniste, disons libérale, mais au vrai sens du terme, c'est clairement Juppé. C'était les Girondins sous la Révolution, il est Girondin, donc ça va. Reste la troisième droite légitimiste. Donc il y a bien sûr plus de royalistes actuellement, mais légitimiste, ça veut dire conservateur, assez frileux, assez anti-étatique aussi, et ça correspond très bien à l'électorat de Fillon du point de vue régional. On retrouve un électorat ancien qui a été par exemple celui de Villiers-Pasqua aux élections européennes de 94. C'est aussi, on retrouve par exemple l'opposition Chaban contre Chirac. Donc il y a toute une histoire de la droite où cette fois-là on pourrait presque dire qu'on retrouve deux droites dans ce cas-là, avec cette droite post-poujadiste dans laquelle Fillon est assez immergé, et puis une droite plus libérale, plus ouverte, qui correspondait à la fois à Juppé, et il ne faut pas oublier aux bonapartistes qui se sont ralliés à la République à la fin du 19e siècle. Si on reprend les trois droites, cette élection, avec la victoire haut la main de François Fillon au premier et au second tour, c'est la victoire de la droite légitimiste sur toutes les autres, ou c'est plus compliqué que ça? Alors, la grande force, une des clés du succès de François Fillon, c'est d'avoir réussi à rassembler toutes les droites et à parler à toutes ces droites. Hervé parlait des trois familles qu'on a identifiées depuis longtemps en sciences politiques, mais quand on regarde notamment dans ses discours, il en a été question aussi dans l'analyse et les commentaires. Fillon a parlé à la droite catholique. Il a parlé aussi à la droite libérale, Henri de Castries le soutient, sur toutes les baisses de charges, les baisses d'impôts, sur ces débats, ces propos en meeting en disant « je suis allé partout en France et partout, excusez-moi l'expression, les Français m'ont dit que l'État arrête de nous emmerder ». Donc on est quand même sur cette droite anti-étatiste et libérale. C'est aussi la droite conservatrice et traditionnelle, et puis c'est aussi la droite nationale, puisque Nicolas Sarkozy s'était adressé à cet électorat qui oscille entre le FN et la droite. N'empêche que quand on regarde dans le détail, en prenant uniquement par exemple les communes qui sont gérées par le Front National, au premier tour, c'est François Fillon qui est en tête et qui est devant Nicolas Sarkozy. Et donc le tour de force de Fillon, c'est d'avoir réussi à parler à toutes les droites, de cocher toutes les cases et d'avoir occupé le créneau central, mais qui est un créneau qui est très très large. Quand Juppé parlait au centre droit, Sarkozy à la droite de la droite, Fillon il a parlé au couloir central, et on débouche avec un score de 44% au premier tour, ce qui est vraiment un tour de force. On peut aussi dire, là, plus sur le plan des images que personnelles, que quelque part, François Fillon, c'est la synthèse qu'attendait l'électorat de droite entre un style présidentiel classique Alain Juppé, et une radicalité programmatique à la Nicolas Sarkozy, se nourrissant des faiblesses des deux. Alain Juppé qui n'était pas assez à droite pour une grande majorité des électeurs, Sarkozy qui ne faisait plus, comme on dit, assez président pour là aussi beaucoup d'électeurs. Tout ça, ces faiblesses sont apparues au fur et à mesure dans la campagne, et Fillon s'est intercalé entre les deux, d'où le titre la guerre des trois, et a réussi à les coiffer au poteau, mais haut la main à la fin. Hervé Lebras, Alain Juppé pas assez à droite pour ses électeurs. Est-ce que ça veut dire qu'on observe une correspondance assez claire entre, par exemple, le vote de gauche à la présidentielle de 2012 et le vote Alain Juppé lors de ses primaires? Oui, il y a deux correspondances très nettes qui apparaissent sur les cartes. Il y a une correspondance qui est le vote de Juppé colle presque parfaitement au vote de gauche à la présidentielle de 2012, mais d'ailleurs à un vote de gauche plus ancien, puisque le vote de 2007 de gauche est pratiquement le même que le vote de gauche de 2012 en termes de différence régionale. Donc c'est vraiment un vote de gauche, c'est pas un vote de gauche spécial à 2012. Et de la même manière, Sarkozy colle très bien
au vote, alors qui lui aussi est très stable régionalement, du Front National. Donc alors quand on regarde de près, l'explication qui a été donnée, c'était oui, c'est parce qu'il y a des électeurs FN qui sont venus voter pour Nicolas Sarkozy, et puis des électeurs de gauche qui sont venus voter pour Juppé. Alors d'abord, c'est pas si simple que ça quand on voit les données qu'a Jérôme. Il y a des électeurs de gauche qui ont voté pour Sarkozy, ou du moins des électeurs se disant de gauche et des électeurs se disant de droite qui ont voté d'extrême droite, qui ont voté pour Juppé. Et puis surtout, je pense qu'il y a pas simplement 3 groupes d'électeurs, ceux de droite, d'extrême droite et de gauche. Il y a un halo entre chacun de ces groupes, des gens qui de temps en temps votent à l'extrême droite, de temps en temps votent à droite, ou bien des gens qui de temps en temps votent au centre, de temps en temps votent à gauche. Et c'est, je pense, ces personnes-là qui se sont décidées, qui sont quelque part aussi des électeurs de droite, du moins des électeurs temporaires ou clignotants, si on peut dire, de la droite. Et ceux-là, du coup, effectivement, ont rejoint ce qui correspondait à leur tendance générale, ceux qui étaient plus à droite et ceux qui étaient plus à gauche. Ça fait des gros bataillons. Et quand on voit, au fond, à nouveau les enquêtes d'opinion, on voit très souvent qu'il y a beaucoup de changements assez rapides, que les gens ne sont pas fixés, sauf peut-être les plus âgés, sur un vote particulier. Donc, c'est de cette manière-là qu'on a pu, au fond, assimiler le vote pour Juppé à un vote parachuté par la gauche et le vote pour Sarkozy, un vote parachuté par l'extrême droite. Mais de ce côté-là, ça rendait aussi service à Fillon, qui apparaissait, lui, comme n'étant un féodé ni à la gauche, ni à l'extrême droite. La victoire de François Fillon, elle a été une surprise pour près tous les analystes et tous les commentateurs du pays. Est-ce que ça a remonté très rapide et jusqu'au dernier moment dans les intentions de vote? Elle s'explique par ces phénomènes de halo expliqués par Hervé Lebras? Alors, le halo, on l'a vu, hein, c'est ça qui explique le fait que les 2 candidats qui avaient été désignés par les commentateurs et qui sortaient en tête dans les sondages comme étant les finalistes, en fait, ne s'adressaient pas au couloir central, ils s'adressaient aux 2 ailes. Hein. Donc ça, c'est le premier point, c'est une maxime qu'il faut méditer. C'est pas fort, il faut parler aux électeurs de son camp, d'abord, notamment dans une primaire où la question du taux de participation est décisive. Hein. Donc ceux qui sont allés voter étaient les plus motivés, donc il fallait parler à son camp. On a dit tout à l'heure aussi qu'au fur et à mesure de la campagne, les 2 faiblesses structurelles de Juppé et de Sarkozy sont apparues progressivement, révélées réciproquement. Hein, c'est-à-dire que quand les lieutenants de Sarkozy et Sarkozy ont tiré à boulet rouge sur Juppé le centriste, Juppé le mou, qui serait dans la main de François Bayrou, ça a été très très efficace. Hein. Alain Juppé, on le voit descendre dans les sondages, on voit l'image de Bayrou se dégrader dans les enquêtes d'opinion. Le problème pour les Sarkozy, c'est que c'est Fillon qui a empoché la mise. Hein. Et parallèlement, quand Sarkozy fait la campagne qui est la sienne avec le style qui est le sien, et donc beaucoup de souvenirs remontent à la surface sur sa campagne de 2012, la façon d'exercer le mandat présidentiel entre la période de 2007 et 2012. Beaucoup d'électeurs nous disaient, il ne fait pas président, on en a marre, on veut tourner la page. Et là aussi, c'est tout bénéfice, parce que ce n'est pas Juppé qui empoche la mise, c'est François Fillon. Et donc on voit progressivement, alors les choses sont plus compliquées que ça, mais en gros on a eu 3 phases dans le décollage de François Fillon. Les débats télé ont joué un rôle important. La première phase, c'est le siphonnage de l'électorat qui était stocké chez Bruno Le Maire, qui ne voulait ni de Juppé ni de Sarkozy dès le début. Et là, avec les contre-performances médiatiques de Bruno Le Maire, cet électorat niniste bascule sur François Fillon. Donc c'est la première progression. Ensuite, il y a ce qu'on a indiqué juste avant, le tir de barrage des Sarkozy sur Alain Juppé, où là on voit Alain Juppé qui décroche, et les électeurs qui sont là par anti-sarkozysme, qui le quittent au profit de François Fillon. Et là, les sondages mesurent bien la dynamique. On voit dans nos courbes à l'IFOP une montée rapide, parce que la campagne est courte, hein, de François Fillon, et un décrochage parallèle ou concomitant d'Alain Juppé. Le troisième étage de la fusée qu'on n'a pas eu dans les enquêtes, il s'est produit très très tardivement, en gros après le 3e débat et à la veille du scrutin. Donc on est sur 48 ou 72 heures.
Alors il faut bien que nos auditeurs aient ça en tête, c'est qu'on n'est pas sur une présidentielle, il y a 4,5 millions de votants, donc vous déplacez 100 000, 500 000 personnes, ça a un impact beaucoup plus lourd et beaucoup plus fort que sur une présidentielle. Et donc ce troisième étage de la fusée, c'est quoi? C'est l'électorat sarkozyste, qui est sur une ligne bien à droite, qui ne veut par-dessus tout pas entendre parler d'Alain Juppé, et qui se dit finalement, au regard des débats, on regarde aussi les enquêtes, on écoute ce qu'on nous dit dans les médias, Fillon est aussi à droite que Sarkozy, il fait plus président que Sarkozy, et c'est la condition qui était absolument fondamentale pour eux, il peut être au deuxième tour. Et à partir de ce moment-là, quand il est remonté au score, c'est ce que les enquêtes n'ont pas vu, vous avez, dans un troisième temps, toute une partie de l'électorat sarkozyste qui ripe en faveur de François Fillon. Et donc on a, au final, le score canon et surprise d'un François Fillon qui est très haut et d'un Nicolas Sarkozy qui est très bas. Le tour de force de François Fillon, c'est, parce que ça arrive jamais dans une campagne, c'est d'être parvenu à capter ces trois électorats qui sont venus à lui pour des raisons diamétralement opposées. Les juppéistes ne voulaient pas de Sarkozy, les sarkozystes voulaient absolument barrer la route à Juppé, et les leméristes ne voulaient ni des uns ni des autres, et ils se sont retrouvés en Fillon. Donc ça a marché sur une primaire. La question maintenant, c'est de savoir si ça marche sur une présidentielle. Oui, si je peux ajouter quelque chose, c'est que c'est pas non plus entièrement nouveau, c'est plutôt en accéléré ce qui s'est produit aux élections dites les anciennes cantonales, les élections départementales, où on avait aussi trois partis. Il y avait aussi une guerre de trois, simplement. C'était pas à l'intérieur de la droite, c'était extrême droite, droite et gauche. Et c'est qui était au milieu, au fond, qui occupait la place de Fillon, c'était la droite. Et c'est la droite qui a ramassé la mise, bien qu'elle ait fait un pourcentage de voix plutôt plus faible, assez nettement plus faible que la gauche au total, et un tout petit peu plus fort que l'extrême droite. Or, à l'arrivée, il y a eu 1200 cantons qui ont été à droite et seulement 800 à gauche et 30 pour l'extrême droite. Donc, quand on fait des simulations, on s'aperçoit que la droite pourrait continuer à gouverner en étant le parti parmi les trois qui a le moins de voix, simplement par sa position au centre. Donc je trouve qu'il y a une correspondance, du moins une homologie avec ce qui s'est passé à la primaire de droite. Avec, comme ce que vous venez de dire, un taux de participation, même si c'est important pour des primaires, mais qui, somme toute, reste faible par rapport à une élection présidentielle, par exemple, on voit que la mobilisation de certaines catégories de la population est cruciale, peut-être pour remporter cette élection, et a été cruciale pour remporter la primaire du côté de François Fillon. Parmi ces catégories et ces différents réseaux, vous évoquez les chasseurs, notamment dans l'essai, mais on parle aussi, bien évidemment, de la France catholique. Est-ce qu'on observe, vous avez beaucoup parlé, Hervé, de la France catholique dans différents essais, notamment le mystère français. Est-ce qu'on observe une corrélation entre la carte de la France dite catholique et la France qui a voté massivement pour François Fillon lors de ses primaires? Alors, c'est une affaire compliquée, et Jérôme aussi en parlera. Si on regarde du point de vue des données, il n'y a pas de relation. Et au fond, je pense qu'on a aussi été un peu obnubilé par le fait que François Fillon était à l'ouest. Et donc l'ouest est catholique. Mais quand on regarde de près d'ailleurs, la Sarthe, elle n'est pas tellement catholique. Il y a un petit bout du côté de Sablé qui est moyennement catholique, mais l'est de la Sarthe, ça a longtemps eu des députés communistes. Il y a un très beau livre de Paul Bois, l'historien, sur la Sarthe. C'est depuis la Révolution qu'elle a coupé en deux. Donc je crois qu'il y a eu un peu un effet de loupe dans cette affaire, parce que si on prend l'ensemble du territoire, la carte des votes fillonistes les plus forts ne correspond pas, la corrélation est très faible, ne correspond pas à la carte catholique, et ça ne correspond pas quand on reprend les données que on avait utilisées, Jérôme et moi, pour voir où en était le catholicisme régionalement en France, ça ne correspond pas non plus. Donc c'est des segments sans doute, et ça Jérôme le dira, du catholicisme qui ont pu pencher à certains moments pour Fillon, mais il y a d'autres segments du catholicisme, notamment au fond le catholicisme MRP, qui est plus un catholicisme social, centriste, qui n'ont pas joué pour lui. Puis il y a aussi ils sont minoritaires toujours, et l'histoire de l'Église le prouve, mais il y a aussi des catholiques de gauche, qui donc là, quand ils
fait, très difficile à savoir. Donc ça a joué un rôle, il y a beaucoup de facteurs qui jouent un rôle dans une élection, mais en faire un paramètre principal du succès de Fillon est, je pense, quelque chose d'erroné. Oui, alors je suis assez d'accord. Nous à l'IFOP, on avait travaillé uniquement au sein de la droite, en termes d'enquête, et on voit que parmi les sympathisants des Républicains, ceux qui se déclarent catholiques pratiquants sont premièrement allés plus voter que ceux qui sont sans religion ou juste catholiques non pratiquants. Et deuxièmement, qu'ils ont, quand ils sont allés voter, nettement plus voté pour Fillon que la moyenne. Une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs bémols. Le premier, c'est que ces catholiques qui se revendiquent sympathisants républicains, c'est une frange du catholicisme. Et donc c'est pas une levée en masse de la France catholique qui se serait reconnue en François Fillon et qui, toutes tendances politiques confondues, serait massivement allé voter. Ce sont les catholiques de droite qui ont plus voté et plus voté pour Fillon que la moyenne. Et le deuxième bémol, c'est que si François Fillon fait des très beaux scores dans ce segment des catholiques pratiquants de droite, il est aussi majoritaire dans l'électorat de droite non catholique. Et donc, quelque part, les catholiques de droite n'ont fait que amplifier sa dynamique et sa victoire, mais comme le disait Hervé, c'est pas là qu'il faut chercher la cause principale de son succès, c'est plus dans les facteurs qu'on a indiqués tout à l'heure. Alors, François Fillon est de l'Ouest, donc l'Ouest catholique, mais il y a eu aussi un certain nombre de prises de position qu'il a eues, et aussi des prises de position d'Alain Juppé qui ont essayé de le stigmatiser comme étant un catholique traditionnel. On voit que depuis lors, beaucoup de magazines ou de médias font des pages sur le retour de la religion en politique. Donc je pense qu'il y a un effet un peu de surprise en se disant tiens, il y a encore des catholiques dans ce pays. François Fillon s'adresse à eux, il a parlé des chrétiens d'Orient, il a fait des appels du pied à la manif pour tous. Et du coup, c'est ça qui a fait que certains ont pu penser que c'était un facteur décisif dans sa victoire, alors que c'est un paramètre qui a contribué à sa large victoire, mais ce n'est pas la cause principale. Je pense aussi que par derrière, mais c'est plus difficile à cerner, il y a, au fond, ce retour du catholicisme est une sorte d'écho à la crainte des musulmans. Et donc, de cette façon, au fond, on a posé les problèmes, notamment des problèmes politiques, en termes de migration jusqu'à un certain moment. Et là, on les pose en termes de religion depuis quelque temps. Et donc, quelque part, c'était l'autre partie de la pièce, une partie... pile, c'est les musulmans, et face, c'est les catholiques. Et quelque part, alors c'est une interprétation possible, mais quand on voit les résultats d'enquête, on s'aperçoit par exemple pour le vote FN que dans la dernière enquête que j'ai vue, les catholiques pratiquants votent un peu moins que la moyenne pour le FN. Les catholiques non pratiquants votent plus que la moyenne. Et quelque part, peut-être se dire catholique non pratiquant, c'est aussi se dire non musulman. Je suis Baudor qu'il y a une idée de ce genre-là par derrière. Vous montrez, et on terminera par là, dans votre essai, qu'il y a un phénomène qui fonctionne finalement assez bien et qui, depuis des années, est plus pour une élection primaire que pour une élection présidentielle, c'est les effets de fief. Et c'est considérable dans votre essai, avec notamment une prime régionale, etc., accordée à tel ou tel candidat. Ça, c'est beaucoup plus structurant, par exemple, et ça explique beaucoup plus le résultat des candidats. Alors, oui, alors on a des cartes qui sont très belles de ce point de vue-là, en disant, on montrerait à quelqu'un qui n'est pas français les cartes et il saurait dire à peu près d'où vient chaque candidat, parce que ça se localise très, très, très clairement. Alors, on a déjà... ça, au niveau d'une élection classique, par exemple une présidentielle. On se souvient des scores de François Hollande en Corrèze. Si on remonte avant Jacques Chirac, ce qu'on appelait la Chiraquie, là aussi autour de la Corrèze. Donc ça fonctionne, hein, la prime au régional de l'étape, mais c'est encore amplifié pour une primaire. Alors pour deux raisons techniques. La première, c'est qu'on est sur un corps électoral qui est plus restreint, et donc les effets d'interconnaissance, de réseau, eh bien, ils sont moins dilués que sur une présidentielle, hein, donc ça vous entraînez plus de monde. Et puis l'autre effet qui est tout à fait majeur et qu'on avait déjà vu à l'œuvre en 2011 pour la primaire de la gauche, là aussi, François Hollande écrase le match en Corrèze et dans tous les départements du Grand Massif central, Aubry dans le Nord, Montebourg en Saône-et-Loire et qui rayonne. L'autre effet, c'est que on est sur un électorat, même s'il y a des effets de halo, un électorat qui est assez homogène idéologiquement. Et donc, du coup, cet effet régional, il est en permanence contrebalancé par les préférences politiques des électeurs, en disant j'ai une tentation à voter pour le gars du coin, pour le régional de l'étape,
mais il n'est pas de mon bord politique. Je suis en Corrèze, je suis électeur de gauche, on votait pour Chirac, c'était quand même un petit peu compliqué. Là, sur une primaire, vu qu'on s'adresse en 2011 qu'aux électeurs PS et en 2015-16 uniquement à l'électorat de droite avec des apports de quelques centristes et d'électeurs de gauche et du FN, eh bien, cet effet idéologique, il est annihilé puisqu'on vote pour un candidat de la famille. Et donc, quand on vote pour un candidat de sa famille politique, du coup, la prime régionale est totalement décuplée par rapport à des scrutins intermédiaires. Donc, ce qu'on voit, c'est Alain Juppé qui rayonne depuis Bordeaux, François Fillon qui rayonne depuis Sablé sur toute la Sarthe, tous les Pays de Loire, et puis avec quand même des effets de frontières administratives, puisqu'à distance identique, Fillon, à 70 km de Sablé, va faire un meilleur score dans le Maine-et-Loire que dans l'Eure-et-Loire. Pourquoi ? Parce que le Maine-et-Loire, c'est la région Pays de la Loire que François Fillon a dirigé pendant une époque. Et une interprétation qu'on a faite, que Hervé avait déjà soulevé dans d'autres ouvrages, c'est l'effet aussi de la presse quotidienne régionale et des France 3 régionaux qui sont structurés sur une logique administrative. Et donc, très clairement, si je reprends le cas de François Fillon, un électeur de Chartres ou un électeur d'Angers, en gros, il a la même distance de Sablé, les deux sont à la même distance, sauf que, historiquement, l'électeur d'Angers, ça fait des années qu'on lui parle de François Fillon dans Ouest-France, sur le France 3 régional Pays de la Loire, alors que l'électeur d'Eure-et-Loire, il a son regard qui, sur la vie politique locale, va être tourné vers Orléans. Donc ça aussi, ça joue très fortement, notamment dans la mesure où on se rappelle qu'on est sur un corps électoral qui est majoritairement composé de seniors, c'est-à-dire un public qui est plus celui de France 3 et qui lit encore la PQR, donc c'est le public le plus politisé, mais qui est aussi le plus consommateur de ces médias locaux qui contribuent à structurer les effets de fief. Oui, non, tout à fait d'accord. Et en plus de ça, ce public âgé est un public qui est peu mobile, donc qui est beaucoup plus enraciné et s'intéresse beaucoup plus à la région que des publics jeunes qui, eux, circulent beaucoup. Sinon, j'ai rien à ajouter à ce que vient de dire Jérôme, qui est un parfait résumé de la situation. Très bien, merci à tous les deux. Merci donc, on vous invite à lire tous La Garde des Trois avant la primaire de gauche, s'il y a plein d'enseignements intéressants dedans. Merci. Merci.